Ne la touche plus et ne t'avise plus de t'approcher. Le cri de Lucie résonna dans tout l'appartement, comme si chaque mur avait vibré sous la force de sa voix. Ce n'était pas une supplication, c'était un ordre ferme, inattendu même pour elle-même. Il jaillit du plus profond de sa poitrine, chargé d'une détermination qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. Ses gants jaunes dégoulinaient encore d'eau, goûtant sur le sol près de la serpillière qu'elle avait lâchée sans s'en rendre compte. Élodie Lemaire se retrouva à terre, mais pas parce que quelqu'un l'avait poussée. Elle-même avait reculé, choquée par quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé trouver dans le regard d'une femme de ménage. C'était de la dignité, un avertissement silencieux qui marquait une limite claire, une limite qu'elle venait de franchir sans s'en rendre compte. Près de la fenêtre, Madame Monique pleurait en silence depuis son fauteuil roulant. Ses mains restaient fortement entrelacées sur ses jambes, tandis que les larmes coulaient sans qu'elle tente de les retenir. Ses lunettes étaient tombées lors de l'altercation précédente et gisaient toujours sur le sol, oubliées de tous. Romain Chevalier arriva en retard, comme presque toujours. Il ouvrit la porte avec sa clé, sans imaginer ce qu'il trouverait de l'autre côté, et resta immobile dans l'entrée, la main toujours agrippée à la poignée. En quelques secondes, son regard parcourut la scène. Sa femme à terre, sa femme de ménage debout la désignant du doigt, sa mère pleurant près de la fenêtre. Personne ne parla immédiatement. Lucie ne baissa pas le doigt. Ce fut Élodie qui rompit le silence, utilisant ce ton parfaitement calculé pour paraître vulnérable. « Romain, cette femme m'a agressé. Je veux que tu la mettes à la porte immédiatement. » Romain tourna son regard vers Lucie. Lucie soutint le sien sans hésiter. Cet échange de regards dura plus longtemps que la normale. Ce n'était pas la pose typique entre employeur et employé. Il y avait quelque chose de plus profond, de plus ancien, quelque chose qu'Élodie ne parvenait pas à comprendre, mais qui lui causait un malaise difficile à ignorer. « Que s'est-il passé ici ?» demanda Romain d'une voix plus fatiguée que fâchée. « Ta mère, » répondit Lucie, maintenant d'un ton plus bas, froid, mais tout aussi ferme. « Ta femme lui a arraché le pendentif qu'elle porte depuis 40 ans, celui de ton père. Elle l'a jeté à terre et lui a dit d'arrêter de pleurer parce que cela gâchait l'ambiance. » Le silence qui suivit ne fut plus le même. Romain ne se tourna pas vers Élodie. Son attention fut directement dirigée vers sa mère. Madame Monique hocha à peine la tête, les yeux fermés, comme si confirmer ce qui s'était passé était trop douloureux. Élodie se leva avec une élégance étudiée, secouant sa robe des mains. « Vous exagérez. C'était un accident. Et de toute façon, cette femme de ménage n'a pas le droit d'élever la voix dans ma propre maison. »« C'est la maison de sa mère, » répondit Lucie sans bouger. « Lucie » la prévint Romain doucement. « Oui, monsieur Chevalier. » Elle ramassa la serpillière du sol, l'appuya calmement contre le mur, puis se pencha pour ramasser les lunettes de Madame Monique. Elle les lui plaça avec soin, tenant ses mains un instant. « Pour aujourd'hui, j'ai terminé. Si vous avez besoin de moi, je serai dans la cuisine. » Elle partit sans hâte, sans larmes et sans faire de scène. Élodie la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le couloir, et quelque chose sur son visage changea. Ce n'était plus de la colère, c'était de la stratégie. 6 heures plus tard, Lucie était assise dans la petite chambre qu'on lui avait attribuée au fond de l'appartement. Elle gardait le dos droit, les pieds fermement ancrés au sol et le regard fixé sur le mur. Elle ne ressentait aucun regret, et c'était ce qui la troublait le plus. Pendant toute sa vie, elle avait appris que quelqu'un dans sa position ne pouvait se permettre de ne pas demander pardon, qu'il existait des niveaux et que les brisés avaient toujours des conséquences. Mais cette fois, c'était différent. L'image de Madame Monique, les lunettes à terre et les mains tremblantes, avait complètement éteint tous ces freins qu'elle avait mis des années à construire. Son téléphone vibra. C'était un message de sa sœur Nathalie, depuis Lyon. « Comment vas-tu? Tout va bien ?» Lucie hésita quelques secondes avant de répondre. « Oui, tout va bien. » Mentir par message était plus simple. Elle éteignit l'écran et s'allongea sur le lit, fixant le plafond. Elle entendit des pas dans le couloir, la voix d'Élodie parlant au téléphone à voix basse, impossible à distinguer clairement. Puis le silence. Elle pensa à Romain, à la façon dont il l'avait regardé en arrivant. Ce n'était pas le regard d'un homme sur son employé, mais celui de quelqu'un qui reconnaît quelque chose qu'il préférerait ne pas reconnaître. Le reconnaissait-il vraiment ou ne voyait-elle que ce qu'elle voulait voir? Pendant des mois, elle s'était répété qu'elle était dans cette maison pour le travail, que le fait que ce soit précisément sa maison n'était qu'une coïncidence, que ce qui s'était passé 3 ans auparavant n'avait plus de poids. Mais si, il en avait. Dès le premier jour, elle le sut. Dès l'instant où elle franchit cette porte et le vit descendre les escaliers, la cravate ajustée et le regard rivé sur son téléphone, sans remarquer sa présence. Elle le vit, et décida pourtant de rester. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était la présence d'Élodie. Dans le salon, Romain se retrouva seul avec sa mère, après qu'Élodie se fût retirée dans sa chambre, prétextant un mal de tête. Il s'assit en face de Madame Monique,
et lui prit les mains. « Maman, ne me dis pas que j'exagère, dit-elle avant qu'il ne puisse continuer. Je n'allais pas te dire ça. À son âge, les cheveux gris relevés en tresse sur l'épaule et les lunettes à nouveau en place, Madame Monique le regarda avec une clarté absolue. Elle restait la femme la plus lucide que Romain connaissait. « Ce pendentif était celui de ton père, dit-elle. Je sais, maman. Le pendentif ne m'importe pas, Romain. Ce qui me blesse, c'est la façon dont cette femme m'a regardé, comme si j'étais un vieux meuble encombrant. » Romain garda le silence. « Lucie, elle ne me regarde pas comme ça, » continua Madame Monique en baissant la voix. « Cette jeune femme a quelque chose que je ne sais expliquer. Depuis qu'elle est arrivée, elle est la seule dans cette maison à me parler comme si ce que je pense comptait encore. Tu comptes toujours, maman. »« Ah zis, c'est ce que tu dis, » répondit-elle en lui serrant la main. « Mais cet après-midi, quand cette femme m'a jeté mes lunettes et m'a dit d'arrêter de pleurer, c'est Lucie qui s'est interposée. Ce n'était pas toi ni Étienne, c'était elle. » Romain baissa le regard. « J'ai besoin de parler à Élodie. »« Ça fait 6 mois que tu dis que tu as besoin de parler à Élodie, » répondit sa mère avec une douceur qui ne laissait aucune échappatoire. « Et rien ne s'améliore. Ça avance ou ça empire. Mon fils, on ne reste pas immobile. » Romain se leva, marcha jusqu'à la fenêtre et observa la ville se couvrir lentement d'obscurité sur les collines. Dit « Maman, que sais-tu vraiment de Lucie? Tu lui as posé le genre de questions qu'on ne pose que quand quelqu'un nous importe ?»« Oui, » répondit Madame Monique, prenant un moment avant de continuer. « Je sais qu'elle vient de Lyon, qu'elle a une sœur qui étudiait quelque chose jusqu'à ce que la vie change son cours. » Elle fit une brève pause. « Et je sais aussi que quand elle prononce ton nom, il y a quelque chose qu'elle contrôle trop bien. » Romain se retourna immédiatement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sa mère le regarda avec cette sérénité avec laquelle elle disait les vérités inconfortables. « Que toi aussi tu le contrôles, et que tous les deux croient que l'autre ne s'en rend pas compte. » Le silence qui suivit dura plus longtemps que la normale. Aucun d'eux n'essaya de le rompre. Le jour où tout commença, des mois auparavant, Paris s'éveilla sous la pluie. Lucie Martin arriva à l'adresse que l'agence lui avait donnée avec un petit sac à dos, son uniforme plié à l'intérieur et un nœud à l'estomac qui ne l'avait pas quitté depuis 3 jours. L'immeuble imposait le respect sans avoir besoin de s'en vanter. Façade de verre, concierge en uniforme, une rue impeccable. De ces endroits où l'on comprend immédiatement qu'il y a des règles non écrites et qu'il convient de les apprendre vite. Elle s'annonça à la réception, monta dans l'ascenseur et frappa à la porte de l'appartement 1402. Une femme d'une 40aine d'années lui ouvrit, cheveux foncés, parfaitement lisses et un regard qui analysait en quelques secondes. « Lucie Martin. »« Oui, madame. Je suis Élodie, la maîtresse de maison. Entrez. » Lucie entra. L'appartement était spacieux, lumineux, avec des baies vitrées donnant sur les hauteurs de l'Est, et le bruit de la ville réduit à un murmure lointain derrière la vitre. Tout était disposé avec une précision qui ne parlait pas de propreté, mais de contrôle. Chaque objet à sa place, sans trace d'improvisation. « Les règles sont simples, » dit Élodie marchant devant elle sans la regarder. Horaire de 6h du matin à 8h du soir, du lundi au samedi. Dimanche libre, sauf urgence. Pas de visite, pas de téléphone pendant le travail, sauf pendant les pauses. Ne pas entrer dans les chambres de l'étage, sauf si je l'indique. Lucie acquiesça en silence. « Avez-vous de l'expérience avec les personnes âgées en fauteuil roulant ? » « Oui, j'ai pris soin de ma grand-mère pendant 4 ans. » Élodie s'arrêta et l'observa pour la première fois avec un minimum d'intérêt. « La mère de mon mari vit avec nous. Elle est indépendante, mais a besoin de soutien pour certaines choses. Sa chambre est dans l'aile gauche, elle déjeune à 8 heures. Elle aime qu'on lui lise le journal les mardis et jeudis. Elle prend le café sans sucre. » Elle fit une brève pause. « Et elle n'aime pas qu'on la traite comme si elle ne pouvait pas se débrouiller seule. Compris ? Autre chose que vous voudriez demander ? Monsieur de la maison a-t-il des instructions spéciales ? » Élodie haussa à peine un sourcil. « Mon mari travaille beaucoup, il n'est presque jamais là, et quand il est là, il ne cause pas de problème. » Elle le dit avec une froideur naturelle, comme si elle parlait d'un objet quelconque de l'endroit. « Autre chose ? » ?»« Non, madame. Alors, je vous montre votre chambre. » Une demi-heure plus tard, Lucie frappa pour la première fois à la porte de Madame Monique. « Entrez. » C'était une petite femme, mais avec une présence qui remplissait l'espace. Elle était dans son fauteuil roulant près de la fenêtre avec un livre ouvert sur les jambes et ses lunettes au bord du nez. Elle leva le regard tranquillement, comme quelqu'un qui n'a pas besoin de s'imposer. « Vous devez être la nouvelle. »« Oui, madame. Lucie Martin. Enchantée, Monique Chevalier. » Elle lui tendit la main, pleine, ferme, pas pour qu'elle la lui baise. « D'où venez-vous ? » ?»« De Lyon, madame. » Raclement de gorge. « Et qu'est-ce qui vous amène à Paris ? » ?»« Le travail, madame. » Madame Monique l'observa par-dessus ses lunettes. « Ça, je le sais déjà. Je vous demande ce qui vous a vraiment amené. » Lucie hésita un instant, non parce qu'elle n'avait pas de réponse, mais parce que la vraie était trop longue pour ce moment. «
J'avais besoin de changer, dit-elle finalement. Madame Monique acquiesça comme si cela suffisait pour l'instant. Savez-vous jouer aux échecs? Les bases. Bien, vous apprendrez le reste. Vous pouvez lire à voix haute, sans vous ennuyer? Je crois que oui. Nous le confirmerons. Elle referma le livre et le posa à côté. On vous a proposé du café? Non, madame. Alors allez à la cuisine. Apportez 2 tasses sans sucre, la mienne comme ça, la vôtre comme vous préférez. Et asseyez-vous ici. Elle désigna la chaise en face d'elle, expliquant que le couloir était trop long pour aller et venir pour des choses sans importance. Lucie alla à la cuisine et revint avec le café. Elle s'assit en face d'elle, et pour la première fois depuis des semaines, le nœud dans son estomac se desserra un peu. Cette nuit-là, Romain Chevalier arriva à 21h. Lucie nettoyait la cuisine quand elle entendit la porte d'entrée. Elle jeta un œil depuis le couloir et le vit passer. Costume sombre, cravate dénouée, téléphone à la main, grand, avec cette fatigue qui ne vient pas du corps, mais des décisions. Il ne la vit pas. Lucie resta immobile jusqu'à ce qu'il monte les escaliers et disparaisse. Elle s'était préparée pendant 6 mois pour cet instant, se répétant que lorsqu'elle l'aurait en face, tout serait différent, que le temps efface, que les gens changent, qu'elle aussi avait changé. Et lui, s'il avait changé, ce qu'elle n'attendait pas, c'est que dans l'essentiel, il restait le même profil, les mêmes épaules légèrement penchées en avant quand il pensait, la même façon d'ignorer ce qui est proche pour être trop concentré sur ce qu'il a devant lui. Il y a 3 ans, cela lui avait semblé fascinant. Maintenant, cela lui semblait un avertissement. La première semaine se déroula sans incident. Lucie apprit rapidement la routine de la maison. Elle découvrit que Madame Monique déjeunait seule et lisait le journal, en commençant par la section culturelle. Qu'Élodie sortait tous les jours à 10h du matin et revenait vers 13h, parfois avec des sacs, parfois sans, toujours enveloppée du même silence impénétrable, que Romain disparaissait avant de finir le café du matin et revenait quand la dernière lumière était éteinte. Elle comprit aussi qu'entre Élodie et Madame Monique existait une distance qui n'était pas seulement physique. Elle le remarqua pour la première fois un mercredi. Madame Monique demanda de placer une photographie de famille sur sa table de nuit. Elle apparaissait avec son mari et un jeune Romain d'environ 12 ans lors d'un voyage sur la côte. Lucie l'arrangea avec soin. Cet après-midi-là, quand Élodie entra dans la chambre pour déposer des fleurs, elle regarda la photo un instant et dit d'une voix la plus douce possible. C'était des temps plus simples. Elle ne regarda pas Madame Monique, n'attendit pas de réponse. Elle sortit simplement. Madame Monique attendit que les pas s'éloignent, puis regarda Lucie avec un calme qui en disait plus que n'importe quel mot. « Vous comprenez pourquoi je ne la supporte pas ?» Lucie ne répondit pas, mais elle comprit. Le jeudi de cette même semaine, Romain Chevalier la vit pour la première fois, ou plutôt, la vit depuis qu'elle avait commencé à travailler là. C'était dans la cuisine, tôt, avant que les autres ne se réveillent. Lucie préparait le petit déjeuner de Madame Monique quand il apparut à la porte, encore en vêtements de nuit, les cheveux en bataille, cherchant du café avant même d'allumer la lumière. « Bonjour », dit Lucie sans se retourner. Il s'arrêta. « Bonjour », une pause. Il ne l'avait pas vu avant. « Je suis ici depuis 1 semaine, monsieur. »« Ah !» Il s'appuya sur l'encadrement de la porte. « Comment vous appelez-vous ?»« Lucie. » Un autre silence. Elle continua à couper des fruits sans se retourner. Il se servit du café en silence. « Ma mère vous plaît ?» demanda-t-il de derrière. « Madame Monique, c'est une femme formidable. »« Oui », répondit-il avec quelque chose dans la voix qui mêlait fierté et une culpabilité difficile à cacher. « Elle l'est. » Il partit, sa tasse à la main, sans ajouter un mot. Lucie ne se retourna qu'après avoir entendu ses pas s'éloigner. Alors elle ferma les yeux 1 seconde, une seule. Romain Chevalier ne l'avait pas reconnue, et c'était exactement ce qu'elle avait prévu, ce dont elle avait besoin pour rester. Pourtant, le confirmer fit mal. Cette nuit-là, dans sa chambre, Lucie sortit du fond de son sac à dos une feuille pliée en 4. Elle l'avait ouverte et refermée tant de fois que les plis étaient sur le point de se déchirer. C'était la note qu'il lui avait laissée 3 ans auparavant. Un message bref écrit à la main, sans signature, à peine 4 lignes. Elle n'avait pas besoin de le lire. Elle l'avait gravé dans sa mémoire. Elle le plia de nouveau, le rangea et se répéta encore une fois qu'elle était là pour le travail. Uniquement pour le travail. Que ce qui s'était passé auparavant n'existait pas, qu'elle était une nouvelle personne. Qu'il l'était aussi, que cette histoire commençait à 0, sans passé. La lumière s'éteignit, et dans l'obscurité de la chambre, Lucie Martin sut avec une clarté totale qu'elle se mentait. Ce qu'Élodie savait. La découverte ne fut pas scandaleuse. Elle fut pire. Elle fut fortuite. Élodie Lemaire n'était pas une femme à chercher les problèmes là où il n'y en avait pas. C'était le genre de personne qui, lorsqu'elle trouvait une information utile, la conservait et décidait calmement comment en tirer parti. Cela se produisit un mardi matin, 3 semaines après l'arrivée de Lucie à la maison. Élodie avait oublié son téléphone dans la cuisine
et était revenue le chercher avant de sortir. Lucie n'était pas là, mais son sac à dos était ouvert sur une chaise. Parmi ses affaires dépassait le coin d'une feuille pliée avec une écriture qu'Élodie reconnut immédiatement. Ce n'était pas l'écriture de Lucie, c'était celle de Romain. Elle ne toucha pas le papier, ce n'était pas nécessaire. Il suffit de voir cette façon si particulière d'écrire certaines lettres pour comprendre que cela ne devait pas se trouver dans le sac à dos de son employé. Elle entendit des pas dans le couloir, prit le téléphone sur le comptoir et sortit avant que Lucie ne revienne, mais elle avait déjà ce qu'il fallait. Ce même après-midi, elle commença à enquêter, pas de manière évidente. Élodie ne faisait jamais rien de façon ostensible. Elle commença par les bases. Dans le contrat avec l'agence apparaissait le nom complet, Lucie Martin, Lyon, 26 ans. Elle chercha sur les réseaux sociaux. Elle trouva un profil presque vide, sans photo récente, la dernière publication datant de 2 ans. Elle semblait être quelqu'un qui avait décidé de disparaître ou qui n'avait jamais vraiment voulu être présente. Elle continua à chercher et ce fut dans un groupe privé d'anciens élèves d'une université de Lyon qu'elle trouva quelque chose d'inattendu. Une photo d'il y a 4 ans, une petite cérémonie informelle pour un cours de perfectionnement en littérature et écriture créative. 12 personnes souriantes, des certificats en main. Lucie était au centre et à ses côtés, la main sur son épaule et un sourire qu'Élodie connaissait trop bien, se tenait Romain Chevalier. Élodie éteignit l'écran de son téléphone et resta assise dans sa voiture sur le parking du centre commercial pendant 12 minutes, sans bouger. Romain ne lui avait jamais parlé de cette femme. Il n'avait jamais mentionné son nom et pourtant, ils étaient tous les deux sur une photographie d'il y a 4 ans avec une proximité qu'on n'a pas avec un inconnu. Le cours avait duré 3 mois. Élodie enquêta davantage. Romain avait traversé une étape étrange après la mort de sa première femme, quand il n'était pas encore l'entrepreneur qu'il était maintenant. Il avait suivi des cours inhabituels, avait fait des choses qui ne correspondaient pas à l'homme qu'elle avait choisi. Combien de temps avait duré ce qui avait existé entre eux? Quelle en était la profondeur? Et pourquoi Lucie Martin apparaissait-elle juste maintenant dans sa maison? Élodie ne croyait pas aux coïncidences, elle ne l'avait jamais fait. À partir de ce jour, elle changea. Pas d'un coup, cela aurait été maladroit. Elle le fit à sa manière, petit à petit, avec précision, sans que personne ne puisse désigner le moment exact où tout commença à se tordre. Avec Lucie, elle commença à être exigeante de manières impossibles à contester. Le sol de la terrasse a des traces, repasse la serpillière, les vêtements de Madame Monique sentent l'adoucissant. Elle n'aime pas cette odeur. Je ne vous l'ai pas dit, aujourd'hui nous ne déjeunons pas à la maison, alors profitez-en pour nettoyer les salles de bain de l'étage. Toutes. Chaque indication arrivait avec un ton neutre, sans dureté évidente. Seulement du travail, seulement de l'exigence, une pression qui ne laisse pas de traces visibles, mais qui s'accumule. Lucie obéissait sans se plaindre, sans commenter, mais Madame Monique observait. La vieille dame avait cette capacité que donne le temps de voir ce qui se passe entre les mots. Elle remarqua comment Élodie lui assignait les tâches les plus lourdes. Comment même, lorsqu'elle était assise, elle la faisait se lever avec des prétextes inutiles, comment ces questions avaient une double intention, comme si c'était des conversations normales, mais avec une lame cachée. Un mercredi, pendant que Lucie lisait le journal à voix haute, Madame Monique l'interrompit. « Qu'as-tu fait à Élodie ?» Lucie leva les yeux. « Pardon ? Ne me fais pas répéter la question. » Lucie abaissa le journal calmement. « Rien, madame. Je ne lui ai rien fait. » Madame Monique la regarda avec cette sérénité qui était plus incisive que n'importe quel interrogatoire. Élodie n'est pas une femme qui agite ainsi sans raison. Si elle blesse quelqu'un, c'est parce qu'elle veut quelque chose ou parce qu'elle craint quelque chose. Laquelle de ces deux choses s'applique à toi? Lucie ne répondit pas immédiatement. « Je ne sais pas, Madame Monique. »« Si, tu sais. » Le silence entre elles se prolongea suffisamment pour qu'elle comprenne qu'il y avait une vérité là, une vérité qu'aucune n'était prête à dire. « Continue à lire, » indiqua-t-elle finalement, et Lucie continua. Ce qu'Élodie n'avait pas prévu, c'est que la pression provoque aussi des réactions. 3 semaines après le début de ses exigences, elle demanda à Lucie de nettoyer le bureau de Romain, un endroit auquel elle n'avait jusque-là pas accès. « Nettoie tout, les étagères hautes, le placard, tout. Romain aura une réunion ici vendredi, et je veux que ce soit impeccable. » Lucie entra avec le chariot de nettoyage. C'était une pièce qui sentait le papier, avec ce désordre organisé de ceux qui travaillent sans relâche. Livres annotés, dossiers empilés avec leur propre logique, un tableau noir avec des schémas à moitié effacés. Sur les murs, des reconnaissances encadrées, des photographies de projets terminés, la trajectoire d'un homme qui avait tout construit avec effort. Lucie travailla avec soin, sans rien bouger inutilement. Elle allait nettoyer l'étagère supérieure quand elle le vit. Entre un livre d'architecture et une boîte d'archives se trouvait une enveloppe fermée sans expéditeur et sur le devant, écrit à la main, son nom, Lucie Martin. L'écriture était la même, celle de Romain.
Elle descendit l'enveloppe d'une main ferme, s'obligeant à ne pas trembler. Elle l'observa. Elle était ancienne. Le papier avait les bords légèrement jaunis. Elle était là depuis longtemps. Combien de temps? Depuis avant son arrivée ou l'avait-il laissé après? Elle entendit des pas dans le couloir. Elle les reconnut immédiatement. Le bruit des talons d'Élodie. Elle glissa l'enveloppe dans la poche de son tablier et continua à nettoyer. Élodie ouvrit la porte. « Comment ça va? »« Bien, madame. J'ai presque fini. » Élodie parcourut la pièce du regard, s'arrêta une seconde sur l'étagère haute, puis la regarda. Laisse tout impeccable. Et elle partit. Cette nuit-là, enfermée dans sa chambre, Lucie ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une seule feuille écrite des deux côtés. L'écriture de Romain, plus instable que d'habitude, comme s'il avait écrit à la hâte ou avec des mains incertaines. Il n'y avait pas de salutation. « Je sais que tu n'as pas à lire ceci. Je sais que je n'ai pas le droit de t'écrire après ce qui s'est passé, mais il y a quelque chose que tu dois savoir, et je n'ai pas eu le courage de te le dire en personne. A.D.U.A. » Lucie lut la lettre entière 2 fois. Quand elle eut fini, elle la plia avec soin et la rangea à côté de la première note au fond de son sac à dos, où elle conservait aussi tout ce qu'elle ne pouvait pas jeter, même si elle savait que le porter avait un prix. Elle éteignit la lumière et pour la première fois depuis qu'elle était arrivée dans cette maison, elle pleura. Pas beaucoup, pas à voix haute. Juste assez pour que le poids de 3 ans trouve une issue. Le secret qu'elle avait porté seule pendant 3 ans. Romain Chevalier n'a pas toujours été l'homme qu'il est maintenant. Avant, il était différent. Il paraissait plus jeune, même s'il avait le même âge. Il venait d'un mariage qui avait duré 4 ans et qui s'était terminé sans scandale et sans amour, comme ces choses qui ne parviennent jamais à s'unir complètement. Son entreprise existait déjà, mais elle était encore petite, et il portait cette impulsion qui n'est pas de l'ambition, mais la nécessité de se prouver quelque chose à lui-même. Le cours d'écriture créative était l'idée d'un ami, un psychologue qui lui avait insisté qu'il devait faire quelque chose de ses mains qui ne soit pas de signer des contrats. La première nuit, Romain arriva avec l'attitude de quelqu'un qui ne fait que s'acquitter d'une tâche. Lucie apparut en retard, entra alors que l'instructeur parlait déjà, s'assit sur la seule chaise libre et sortit un cahier rempli de pages écrites. Romain le remarqua immédiatement, c'était le plus usé de toute la salle. Cette nuit-là, ils n'échangèrent pas un mot. La deuxième semaine, l'instructeur les organisa en binôme pour réviser leurs textes. Romain et Lucie se retrouvèrent ensemble. Il lut le premier. C'était un fragment rigide sur un chantier de construction vu de l'intérieur, plein de données techniques déguisées en métaphores. Lucie écouta attentivement, et quand il eut fini, elle dit naturellement « Tu ne décris pas l'œuvre, tu décris comment tu te sens à l'intérieur. » Romain la regarda. « Comment ça? Tout ce que tu écris parle de contrôle, de mesure, de tout mettre en place pour que rien ne s'effondre. » Elle ferma le cahier et le lui rendit. « Ce n'est pas un texte sur la construction, c'est un texte sur la peur. » Il y avait longtemps que personne ne lui avait dit quelque chose comme ça. Peu, être jamais. Pendant les 8 semaines suivantes, ils se virent tous les mardis. Au début, ils ne parlaient que de ce qu'ils écrivaient. Puis ils commencèrent à rester un peu plus longtemps au café en bas, avec le café qui marquait la fin de la journée. Et dans ces conversations, Romain commença à comprendre qui était Lucie Martin. Elle venait d'une famille sans argent, mais entourée de livres. Sa mère était couturière, son père chauffeur. Elle avait étudié la littérature à l'université publique, mais avait dû l'abandonner après 2 ans lorsque sa mère tomba malade. Elle travaillait dans ce qu'elle pouvait, caissière, réceptionniste, assistante. Elle avait payé le cours en 3 versements. Ce qu'elle ne lui raconta jamais, ce que Romain découvrirait bien plus tard, c'était ce qu'elle portait en silence. Lucie avait un fils, un bébé de 7 mois nommé Samuel, qui vivait avec sa sœur à Lyon pendant qu'elle travaillait à Paris pour envoyer de l'argent. Un fils que personne dans cette maison ne connaissait, que personne à Paris ne savait qu'il existait. Parce que Lucie avait appris que quand on est une femme seule, sans ressources et avec un enfant, beaucoup de portes cessent de s'ouvrir. Samuel était son secret. Le père avait disparu avant qu'elle ne sache qu'elle était enceinte, sans discussion, sans explication. Un jour, il cessa simplement de répondre et Lucie comprit que c'était le genre de personne qui s'évanouit dans la nature. Quand la vie se complique, elle décida que cela ne définirait pas son histoire, que son fils grandirait en sachant que sa mère était restée, même si cela lui coûtait tout. Ce qui s'est passé avec Romain n'était pas prémédité. Cela arriva la 10e semaine du cours, un mardi de novembre, sous une pluie battante de celle qui ne semble jamais vouloir s'arrêter. Ils restèrent au café plus longtemps que d'habitude, parlant sans sujet spécifique, comme le font ceux qui n'ont plus besoin d'excuses pour converser. Romain lui raconta que son entreprise était sur le point de faire un grand pas, un contrat avec la mairie qui pouvait tout changer. Lucie l'écouta et lui demanda « Est-ce ce que tu veux ou ce que tu as besoin de prouver ?» Romain garda le silence un instant. « Les deux, admit-il. »« D'accord, répondit-elle, tant que tu sais distinguer l'un de l'autre. » Dehors, il pleuvait toujours.
À l'intérieur, l'endroit fermait et le serveur leur fit un signe discret. Ils sortirent ensemble sous le parapluie de Lucie. Romain n'en avait pas. Ils marchèrent lentement, même si tous deux avaient où aller. Ils s'arrêtèrent au coin de la rue où ils devaient se séparer. Et ce fut Romain qui la regarda de cette façon, celle qui n'a pas besoin d'explication. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » dit Lucie. « Non, » répondit-il, mais aucun des deux ne bougea. Ce qui se passa ensuite fut bref et réel. Ce ne fut pas une histoire. Ce ne fut pas le début de quelque chose avec un nom. Ce fut une nuit, 2 personnes, et la certitude que ce qu'il y avait entre elles était vrai, même si cela n'avait pas d'avenir clair. La semaine suivante, Romain ne revint pas au cours, ni la suivante. Lucie l'attendit 2 mardis de plus, puis cessa de le faire. Ce qu'elle sut plus tard, elle le sut par hasard. L'instructeur mentionna 1 mois plus tard que Romain avait obtenu le contrat avec la mairie. Son entreprise avait grandi, il travaillait 15 heures par jour, il avait déménagé dans le nord de la ville. Il le dit avec admiration. Lucie acquiesça et ne posa plus de questions. Ce qu'elle ne sut jamais, ce que personne ne lui dit, c'est que Romain avait essayé de la retrouver, qu'il l'avait cherchée, qu'il avait laissé une note à l'académie parce qu'il n'avait pas son numéro, qu'il avait même écrit une lettre qu'il n'avait jamais envoyée parce qu'il ne savait pas où l'adresser. Lucie le découvrit 3 ans plus tard, la nuit où elle ouvrit l'enveloppe dans le bureau, et là se trouvait le poids le plus difficile à porter. Ce n'était pas Samuel. C'était de savoir que Romain l'avait cherché et qu'elle ne l'avait jamais su, qu'il ne s'était pas perdu par décision, mais par une erreur, par une chaîne de coïncidences mal interprétées. 3 ans perdus. Samuel avait maintenant 2 ans et 10 mois. Chaque nuit, Lucie l'appelait depuis sa chambre à voix basse quand la maison dormait. Sa sœur Nathalie approchait le téléphone de l'enfant et il disait « Maman », avec cette voix qui ne formait pas encore des phrases complètes, mais exprimait déjà tout ce qu'il ressentait. « Maman, viens vite !» C'est ce qu'il lui disait toujours, et c'était toujours une promesse qui dépendait de choses que Lucie ne pouvait pas entièrement contrôler. Elle était venue à Paris pour le travail. C'était vrai. Elle avait besoin de l'argent pour le loyer de Nathalie, les couches, le médecin, tout ce qui coûte et ne cesse d'augmenter. Mais elle était aussi venue pour une autre raison, parce qu'une partie d'elle, celle qui n'obéit pas à la logique, avait besoin de savoir ce qui s'était réellement passé. Elle avait besoin de vérifier si cette nuit sous la pluie avait été réelle ou si sa mémoire l'avait transformée en quelque chose qui n'avait pas existé. Et maintenant qu'elle le savait, maintenant qu'elle avait lu la lettre, elle était plus perdue qu'avant, car la lettre le confirmait. Romain n'avait pas disparu par choix, et maintenant Romain Chevalier était marié à une autre femme, une femme qui devinait déjà quelque chose. Lucie le sentait dans chaque tâche supplémentaire, dans chaque regard mesuré, dans chaque instruction qui arrivait avec un poids plus grand que la précédente. Élodie savait, pas tout, mais suffisamment, et cela signifiait que le temps de décider quoi faire avec la vérité qu'elle portait s'épuisait. Chaque nuit, Samuel disait son nom avec la certitude absolue des enfants, celle qui ne connaît pas encore l'échec. Et Lucie, de l'autre côté du téléphone, répondait avec la même fermeté, même si cela lui coûtait de la maintenir. « Je suis là, mon amour, je suis là. » Les fissures dans le mariage. Étienne Dubois était l'avocat de confiance de Romain Chevalier depuis 12 ans. Il l'avait connu lorsque Romain était un entrepreneur de niveau moyen avec de grandes aspirations et des dettes gérables, et fut témoin de sa croissance de l'intérieur avec cette perspective privilégiée et parfois inconfortable de celui qui en sait trop. Il arriva à l'appartement un jeudi à 19h avec un dossier sous le bras et cette expression de celui qui a quelque chose d'important à dire, mais pèse encore ses mots. Romain le reçut dans le bureau. Lucie leur laissa du café et se retira sans que personne ne le lui demande. Elle savait lire l'ambiance. Étienne attendit que la porte se referme. « Qui est cette femme ?»« La femme de ménage. Ça fait 2 mois. De quelle agence ?» Romain fronça les sourcils. « Pourquoi ?»« Parce qu'Élodie m'a appelé la semaine dernière pour savoir s'il était possible d'enquêter sur l'historique professionnel d'une femme de ménage en dehors des canaux normaux. » Étienne posa le dossier sur le bureau. Quand je lui ai demandé le nom, elle m'a donné celui-ci, Lucie Martin. Le silence qui suivit fut bref, mais dense. « Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Que ce n'était pas mon domaine et que ce n'était pas une bonne idée. » Étienne s'adossa à sa chaise. « Romain, que se passe-t-il dans cette maison ? Rien que je ne puisse gérer. C'est la même chose que tu m'as dit il y a 2 ans, quand tu as signé l'accord matrimonial sans relire entièrement la clause de patrimoine. » Romain serra la mâchoire. « Étienne, je te le dis parce que c'est mon travail de te le dire. Élodie se comporte bizarrement depuis des semaines. Elle m'a demandé des informations sur des comptes inhabituels, à consulter un autre notaire. Et maintenant, elle veut enquêter sur ton employé. Ce n'est pas le comportement d'une femme sereine dans son mariage. C'est quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose. » Romain se leva et marcha vers la fenêtre. Les collines étaient couvertes de nuages bas cette nuit-là. Quel compte ? Ceux des fiducies que nous avons créés il y a 3 ans. Ces comptes, ceux qui protègent les actifs de l'entreprise avant la fusion, sont à mon nom. Oui,
Mais le contrat matrimonial inclut une clause sur la participation aux bénéfices générés pendant le mariage, et tu l'as signée sans que je la révise à fond. Étienne ouvrit le dossier. Si quelqu'un avec un bon avocat décide de l'interpréter d'une certaine manière, il y a matière à réclamer une partie de la valeur générée au cours des 10 à 8 derniers mois. Romain se retourna. Tu me dis qu'Élodie prépare une sortie? Je te dis que quelqu'un pose des questions qui n'ont de sens que si elle prépare une rupture. Je n'affirme pas que c'est elle. Je te dis d'ouvrir les yeux. Cette nuit-là, Romain ne dormit pas bien. Non pas parce que l'information l'avait anéanti, mais parce qu'elle s'accordait. Elle s'accordait trop bien avec de petits signes qu'il avait ignorés pendant des mois, parce qu'il était plus confortable de les ignorer que de les affronter. La façon dont Élodie parlait de la maison comme d'un projet, comme elle évitait certains sujets avec une fluidité trop étudiée. Le fait qu'en 10 à 8 mois de mariage, elle n'ait jamais mentionné d'enfant ni de projet à long terme, ni rien qui parlât d'un avenir commun concret. Romain l'avait interprété comme de l'indépendance, comme l'attitude d'une femme moderne qui n'a pas besoin de tout définir. Maintenant, il commençait à se demander si ce n'était pas de la naïveté. À 2 heures du matin, il se leva pour boire de l'eau. La cuisine était dans la pénombre. La lumière du couloir atteignait à peine le sol. Lucie était assise à table. Elle ne faisait rien. Elle tenait juste une tasse entre ses mains, probablement déjà froide, tout en regardant vers le patio intérieur de l'immeuble. Romain s'arrêta à l'entrée. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il à voix basse pour ne réveiller personne. Lucie leva les yeux. Sans uniforme, les cheveux détachés et une expression sans défense. Elle semblait plus jeune, plus réelle qu'à tout autre moment depuis son arrivée. « Parfois non », répondit-il. Romain se servit de l'eau, hésita un instant puis s'assit en face d'elle. Le silence s'installa entre les deux. Il regardait la même fenêtre qui n'offrait rien d'intéressant. « Tu as de la famille à Lyon ?» demanda-t-il sans trop savoir pourquoi. « Une sœur, elle me manque. » Un autre silence, cette fois plus confortable. « Depuis combien de temps fais-tu ça ?» ajouta Romain avec des pauses dans la voix. « Qu'étudiais-tu avant ?» Lucie le regarda. C'était une question simple, presque décontractée, de celles qui surgissent la nuit quand les gens baissent la garde. Mais pour elle, ce n'était pas le cas. C'était le bord d'un terrain où il ne pouvait pas entrer. « Un peu de tout », répondit-elle. Romain acquiesça. Il n'insista pas. « Ma mère dit que tu es la meilleure chose qui soit arrivée à cette maison depuis des années. » Lucie tarda à répondre. « Votre mère est très généreuse. » « Ma mère n'est pas généreuse, elle est précise. Quand elle dit quelque chose comme ça, c'est qu'elle le croit vraiment. » Le silence qui suivit fut différent, plus dense. Tous deux le sentirent. Aucun ne le nomma. Romain se leva. « Bonne nuit, Lucie. »« Bonne nuit, monsieur Chevalier. » Il était déjà en train de sortir quand elle parla de nouveau, presque sans y penser. « L'enveloppe du bureau. » Romain s'arrêta de dos. « Je l'ai trouvée en nettoyant. Elle est dans le tiroir gauche du bureau. Je l'ai laissée là. Une pause minimale. Je ne l'ai pas ouverte. » C'était un mensonge. Ils le savaient tous les deux. Romain ne se retourna pas. « Merci, » dit-il, et continua à marcher. Élodie les observait depuis le couloir. Elle n'était pas sortie pour boire de l'eau, elle avait entendu des pas et était sortie voir. Maintenant, elle restait dans l'ombre, assez loin pour ne pas être vue, mais assez près pour avoir presque tout perçu. Elle ne distingua pas chaque mot, mais les tons, les pauses, la façon dont la voix de Romain changeait en parlant à cette femme. Elle connaissait cette voix. C'était une voix qu'il n'utilisait plus avec elle. Élodie retourna dans la chambre sans faire de bruit, se glissa sous les couvertures, ferma les yeux et commença à calculer avec la froideur de quelqu'un qui avait déjà décidé que le temps d'observer était terminé. Le lendemain, elle demanda à Lucie de ranger le placard de la chambre d'amis, un travail inutile dans une pièce que personne n'utilisait. Lucie y alla sans poser de questions. Une fois à l'intérieur, Élodie referma la porte de l'extérieur. Le clic fut net. Lucie resta immobile un instant. Elle tenta la poignée, fermée. Elle frappa 2 fois calmement. « Madame Élodie ?» Silence. « Madame Élodie, la porte est fermée. » Rien. Lucie s'assit sur le bord du lit et attendit. Elle savait ce qu'était une démonstration, une façon de dire « Je peux te faire ça. Je peux t'enfermer quand je veux. Je peux te rappeler qui commande ici. » 40 minutes plus tard, Madame Monique appela Élodie depuis sa chambre, demandant après Lucie. Élodie alla ouvrir la porte avec une tranquillité totale. « Que c'est bizarre, » dit-elle en regardant la serrure. « Ces vieilles portes se bloquent parfois toutes seules. » Lucie sortit sans rien dire. Mais cette nuit-là, avant d'appeler Nathalie pour parler à Samuel, elle chercha sur son téléphone le numéro de l'agence, non pas pour démissionner, mais pour l'avoir à portée de main, au cas où. Le vendredi suivant, Étienne Dubois revint à l'appartement. Cette fois, il n'alla pas au bureau, il alla au salon où il trouva Madame Monique seule en train de prendre le thé. Il s'assit avec elle en attendant Romain. « Comment allez-vous, Madame Monique ?»« Vieille et lucide, » répondit-elle. « La pire des combinaisons, parce qu'on voit tout et on ne peut rien faire.
Étienne sourit. « Et qu'est-ce que vous voyez que les autres ne voient pas ?» Madame Monique le regarda par-dessus ses lunettes avec cette patience qu'elle réserve aux questions dont la réponse est déjà évidente. « Je vois que mon fils a épousé une femme qui calcule la valeur de cette maison. » Elle fit une pause. « Et je vois qu'il y a une autre femme ici qui essaie de ne pas tomber amoureuse de mon fils, et ça lui réussit très mal. » Étienne posa la tasse sur la table. « C'est un peu ce que j'ai dit à Romain, que les choses ne restent pas les mêmes, qu'elles s'améliorent ou qu'elles empirent. » Il soupira. « On dirait qu'ils ont choisi d'empirer. Et vous, que recommandez-vous, Madame Monique ?» Elle réfléchit quelques secondes. « Que quelqu'un demande à Lucie Martin ce qu'elle est vraiment venue faire dans cette maison. » Elle le regarda droit dans les yeux, parce qu'elle n'est pas venue seulement pour nettoyer. Ça, je l'ai su dès le premier jour, et je crois qu'il est temps que quelqu'un d'autre le sache aussi. Ce qu'elle faisait quand personne ne la voyait. Élodie Lemaire avait appris très jeune que l'argent n'est pas un objectif. C'est un outil, et comme tout outil, sa valeur dépend de savoir l'utiliser au bon moment. Elle grandit à Nice, dans une famille qui avait eu de l'argent et l'avait perdu avec cette élégance silencieuse de ceux qui préfèrent faire semblant de ne l'avoir jamais eu. Son père vivait des apparences. Sa mère, en revanche, avait mis toute son intelligence à bien se marier et à enseigner à sa fille à faire de même. Élodie apprit la leçon, mais la perfectionna. Elle ne cherchait pas un bon mariage, elle en cherchait un stratégique. Pour sa mère, c'était une fin. Pour elle, c'était un moyen. Romain Chevalier apparut sur son radar 3 ans auparavant quand son entreprise commençait réellement à prendre de l'ampleur. Elle le rencontra lors d'un événement d'investissement. Il avait cette attractivité sobre des hommes qui construisent ce qu'ils ont. Il ne se vantait pas. Il n'en avait pas besoin. Il fallut 6 mois à Élodie pour se rapprocher, 4 de plus pour consolider la relation. Lorsque Romain la demanda en mariage, elle connaissait déjà la valeur approximative de chacun de ses actifs. Le plan était simple dans sa structure et complexe dans son exécution. Construire un mariage qui semblerait réel suffisamment longtemps pour s'assurer une position légale sur le patrimoine. La clause de patrimoine dans l'accord prénuptial ne fut pas une négligence de Romain. Ce fut une suggestion d'Élodie, présentée soigneusement comme une formalité standard. Étienne Dubois ne lui fit jamais confiance. Élodie le sut dès le début et le géra en le tenant à l'écart des décisions importantes. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'Étienne était plus perspicace qu'il n'y paraissait. Le lundi suivant l'incident de l'enfermement, Élodie rencontra son contact, non pas dans l'appartement, mais dans un café du nord de la ville. Une table discrète, 2 tasses de thé qu'aucun ne toucha. L'homme s'appelait Gérard Rivière, avocat, spécialiste en droit patrimonial et en recherche des limites de la légalité sans les franchir complètement. « Comment ça va ?» demanda Élodie. « La clause est solide si nous l'interprétons selon l'article que nous avons vu, mais nous devons documenter votre participation à la consolidation du patrimoine pendant le mariage. Courriel, présence aux décisions, tout ce qui prouve une intervention active. Je l'ai. Combien ? Suffisamment. J'ai participé à 3 réunions du conseil pendant les 6 premiers mois. Il y a des procès-verbaux où j'apparais comme observatrice, et il y a 2 courriels dans lesquels Romain me consulte sur des décisions d'expansion. Gérard acquiesça lentement. Cela aide. Quand voulez-vous agir ? Élodie ses mains. Il y a un problème. Quel genre ? Une employée qui en sait plus qu'elle ne devrait. Gérard attendit. Elle a un passé avec mon mari. Je ne sais pas à quel point c'était profond, mais elle est dans cette maison pour quelque chose. Et ce quelque chose n'est pas nettoyé. Elle représente un risque non direct. Mais si Romain l'écoute avant que j'agisse, elle laissa la phrase en suspens. Les phrases incomplètes en disent souvent plus. De quoi avez-vous besoin ? Qu'elle disparaisse. Élodie leva la tasse pour la première fois avec un calme total, sans scandale, sans que personne ne puisse me relier à cela. Gérard l'observa. « Et qu'avez-vous contre elle ? C'est ce que je cherche. » « A raison. » Ce qu'Élodie ne savait pas, c'est que Lucie avait déjà commencé à comprendre. C'était 3 jours auparavant, un vendredi après-midi. Lucie nettoyait la terrasse quand elle entendit Élodie parler au téléphone dans la pièce d'à côté. La porte était entr'ouverte et sa voix suffisamment claire pour que quelques mots s'échappent. Elle n'entendit pas tout. Elle entendit suffisamment. Fiducie, clause patrimoniale, avant que Romain ne change. Lucie resta immobile, son balai en l'air. Elle écouta quelques minutes de plus, puis continua, comme si elle n'avait rien entendu. Cette nuit-là, elle n'appela pas Nathalie. Elle resta dans sa chambre, son téléphone à la main, regardant le plafond, faisant ce qu'elle faisait quand elle avait besoin de penser clairement, de structurer l'information comme un texte nécessitant une structure. Ce qu'elle avait entendu n'était pas une conversation de couple, c'était une stratégie. Élodie préparait quelque chose lié à l'argent de Romain, aux actifs de son entreprise, et elle le faisait avant que quelque chose ne change. Le dilemme était aussi ancien qu'impossible. Que devait-elle faire ? Si elle gardait le silence, Romain perdrait ce qu'il avait construit pendant des années et le perdrait sans le savoir, sans pouvoir se défendre. Si elle parlait,
Elle devrait expliquer comment elle le savait. Et cela impliquait d'admettre qu'elle avait écouté ce qu'Élodie disait au téléphone. Élodie avait la photo, elle avait le passé du cours, elle pouvait construire une histoire que Romain pourrait décider de croire parce que ce serait plus facile que la vérité. Et si elle expliquait cela, elle devrait expliquer tout le reste. Samuel, la lettre, la vraie raison pour laquelle elle était arrivée dans cette maison. Tout d'un coup, Lucie ferma les yeux, pensa à Samuel disant « Maman, viens », avec cette certitude absolue. Elle pensa à la lettre de Romain. « Il y a quelque chose que tu devais savoir ». Elle pensa à Madame Monique, les lunettes à terre et les mains tremblantes, et elle décida d'attendre, non par peur, mais parce qu'elle avait besoin d'en savoir plus avant de parler. Si elle allait ouvrir cette porte, elle devait le faire complètement, pas à moitié. L'occasion se présenta d'elle-même. Le mercredi suivant, Élodie sortit à 10 heures, comme toujours. Romain était sur un chantier. Madame Monique dormait. Lucie rangeait le bureau quand elle vit l'ordinateur portable d'Élodie sur le canapé du salon. Ouvert, non verrouillé, l'écran allumé. Elle s'arrêta à la porte, n'entra pas, resta là à regarder de loin. Elle ne pouvait pas lire le contenu, mais elle distingua qu'il y avait un email ouvert, et le nom dans l'entête ne lui était pas familier. Gérard Rivière. Objet, documentation additionnelle, phase 2. Lucie regarda le couloir, puis l'écran, puis de nouveau le couloir. Elle ne s'approcha pas, retourna au bureau et continua à nettoyer. Mais elle mémorisa le nom. Cette nuit-là, depuis sa chambre, elle le chercha. Avocat à Nice, spécialiste en litiges patrimoniaux et division de biens, elle n'avait pas besoin de voir l'email. Le nom et sa spécialité suffisaient pour comprendre le tableau complet. Ce même mercredi après-midi, Étienne Dubois arriva à l'appartement. Il demanda après Romain. Lucie lui dit qu'il n'était pas là. Étienne acquiesça, mais ne partit pas immédiatement. Il resta quelques secondes à l'entrée. « Puis-je vous demander quelque chose ?» C'était la première fois qu'il lui parlait directement. « Bien sûr, vous êtes bien ici ?» La question était étrange. Venant de lui, Lucie hésita un instant. « Oui, je vais bien. Pourquoi demandez-vous cela, maître ?» Étienne l'observa avec ce regard d'avocat qui sait que l'important n'est pas ce qui est dit, mais ce qui est tu, parce que Madame Monique m'a demandé de vous le demander. Il fit une pause. Et parce que je connais Romain Chevalier depuis 12 ans et qu'il y a quelque chose dans cette maison qui ne va pas, et je ne suis pas le seul à le voir. Lucie garda le silence. Si à un moment donné vous avez besoin de parler à quelqu'un, dit Étienne en laissant sa carte sur la table de l'entrée, appelez-moi, non pas comme avocat de Romain, mais comme quelqu'un qui veut que les choses se passent bien. Il partit. Lucie prit la carte, la regarda et la glissa dans la poche de son tablier, à côté de son téléphone. Cette nuit-là, elle appela Nathalie. « Nati, j'ai besoin que tu sois plus attentive à Samuel. » Sa voix semblait calme, mais Nathalie la connaissait trop bien. « Qu'est-ce qui se passe, Lu ? » « Rien encore, mais je sens que tout va arriver bientôt. » Tout d'un coup. « Tout va bien ?» Lucie regarda la carte d'Étienne sur la petite table. « Oui, je vais bien. » Elle fit une pause. « Tu me passes, Samuel ?» Elle entendit la voix de l'enfant à l'autre bout, les bruits de fond d'un petit appartement à Lyon, tout ce qui l'attendait. « Maman. »« Bonjour, mon amour. »« Maman, viens. »« J'arrive, » dit Lucie. « Presque. » Et cette fois, cela ne sonna pas comme une promesse. Cela sonna comme une décision. La nuit où tout se brisa fut un jeudi. Il n'y eut aucun signe clair que ce jour serait différent. L'appartement s'éveilla en silence, comme toujours. Le café à 8 heures, le journal de Madame Monique, les pas d'Élodie marquant le rythme avec ses talons. Romain sortit tôt. Il avait une réunion sur le nouveau chantier au sud de la ville. Étienne l'avait appelé la veille pour confirmer qu'il se verrait à midi. Lucie fit les lits, nettoya les salles de bain, prépara le repas de Madame Monique. Tout se déroulait avec cette normalité calculée de celui qui sait que quelque chose approche, mais ne sait pas quand. Ce qui arriva à 11 heures du matin. Madame Monique était dans sa chambre près de la fenêtre avec le livre sur les jambes et les lunettes dans leur étui. Lucie entra pour lui apporter de l'eau chaude. Alors Élodie apparut à la porte. Elle ne frappa pas, elle ne le faisait jamais. Elle entra avec cette assurance de celle qui considère chaque espace de la maison comme le sien et s'arrêta au centre de la pièce. Son expression était différente, plus ouverte que d'habitude. Chez une autre personne, cela aurait semblé de la vulnérabilité. Chez Élodie, cela semblait le premier mouvement d'un plan. « J'ai besoin de vous parler. » Madame Monique referma le livre calmement. « Alors parle. » Élodie avança. Lucie prit la tasse, prête à sortir. « Reste, Lucie. » La voix l'arrêta. « Cela te concerne aussi. Écoute. » Un frisson lui parcourut le corps. Élodie s'assit en face de Madame Monique, croisa les jambes et parla avec un calme étudié. « J'ai décidé de demander le divorce à Romain. » Madame Monique ne répondit pas. « Je sais que cela vous affecte aussi, et je voulais vous le dire avant de lui en parler. »« Par respect. »« Respect, » répéta la vieille dame, non pas comme une question, mais comme une affirmation.
Ce mariage ne fonctionne pas. Romain et moi voulons des choses différentes. Il vaut mieux nous séparer maintenant que de continuer à construire quelque chose sans avenir. Madame Monique l'observa longuement. Et les actifs de l'entreprise de mon fils se séparent aussi de cette façon? Élodie ne s'y a pas. C'est une question légale. Les avocats se chargeront de la résoudre équitablement. Les vôtres ou les siens? Un bref silence. Madame Monique, je comprends que c'est difficile, mais je vous demande de ne pas dramatiser. Ces choses arrivent. Lucie observait de côté. Elle voyait Madame Monique, les doigts pressant le livre, les jointures tendues. Elle voyait Élodie, impeccable, contrôlée, exacte. Et alors Madame Monique dit quelque chose que personne n'attendait. « Savez-vous ce qui me blesse le plus chez vous, Élodie ?» Élodie soutint son regard, attendant la réponse. « Ne la touche plus. » La voix de Lucie éclata dans l'air et sembla secouer chaque recoin de l'appartement comme si les murs eux-mêmes réagissaient à l'impact. Ce n'était pas un plaidoyer, c'était un ordre clair, ferme, né d'un endroit qu'elle ne savait même pas exister en elle. Ses gants jaunes étaient encore humides, laissant tomber des gouttes sur le sol à côté de la serpillière qu'elle avait lâchée sans s'en rendre compte. Élodie Lemaire était au sol, non pas parce que quelqu'un l'avait poussée, mais parce qu'elle avait reculé d'elle-même, surprise par quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à trouver dans le regard d'une femme de ménage. La dignité, ce regard qui marque une limite et indique clairement qu'elle a déjà été franchie. Près de la fenêtre, Madame Monique pleurait en silence depuis son fauteuil roulant, les mains agrippées à ses genoux, tandis que les larmes coulaient sans qu'elle tente de les retenir. Ses lunettes étaient tombées lors de l'altercation précédente et gisaient toujours sur le sol, oubliées. Romain Chevalier arriva en retard, comme d'habitude. Il ouvrit la porte avec sa clé, sans imaginer ce qu'il trouverait, et resta immobile dans l'entrée, la main toujours sur la poignée. En quelques secondes, il comprit la scène. Sa femme à terre, son employé debout la désignant du doigt, et sa mère pleurant près de la fenêtre. Personne ne parla au début. Lucie ne baissa pas la main. Ce fut Élodie qui rompit le silence d'une voix soigneusement modulée pour paraître blessée. « Romain, cette femme m'a agressé. Je veux que tu la mettes à la porte immédiatement. » Romain dirigea son regard vers Lucie. Elle le soutint, sans se dérober. Il y eut quelque chose dans cet échange de regards qui dura plus longtemps que la normale. Ce n'était pas la pause typique entre employeur et employé, mais quelque chose de plus ancien, de plus profond, quelque chose qu'Élodie ne parvenait pas à déchiffrer, mais qui lui causa un malaise immédiat. « Que s'est-il passé ici ?» demanda Romain, et son ton n'était pas de colère, mais de lassitude. « Ta mère, » répondit Lucie, maintenant d'une voix plus basse, plus froide, mais tout aussi ferme. « Ta femme lui a arraché le pendentif qu'elle porte depuis 40 ans, celui qui appartenait à ton père. Elle l'a jeté à terre et lui a dit d'arrêter de pleurer parce que cela gâchait l'ambiance. » Le silence qui suivit fut différent, plus lourd. Romain ne regarda pas Élodie, il regarda sa mère. Madame Monique hocha à peine la tête, les yeux fermés, comme si confirmer cela à voix haute était trop pour elle. Élodie se leva avec une élégance calculée, lissant sa robe des mains. « Vous exagérez. C'était un accident et de toute façon, cet employé n'a pas le droit de me lever la voix dans ma propre maison. C'est la maison de sa mère, » répondit Lucie sans bouger. « Lucie, » prévint Romain doucement. « Oui, monsieur Chevalier. » Elle ramassa la serpillière calmement, l'appuya contre le mur, puis se pencha pour ramasser les lunettes de Madame Monique. Elle les lui plaça avec soin et lui tint les mains un instant. « Pour aujourd'hui, j'ai terminé, » dit-elle. « Si vous avez besoin de moi, je serai dans la cuisine. » Elle se retira sans hâte, sans larmes, sans dramatisation. Élodie la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le couloir, et quelque chose dans son expression changea. Ce n'était plus de la colère, c'était du calcul. 6 heures plus tard, Lucie était assise dans la petite chambre au fond de l'appartement, le dos droit et les pieds fermement au sol, regardant le mur. Elle ne ressentait aucun regret, et c'était ce qui la surprenait le plus. Pendant toute sa vie, elle avait appris que des personnes comme elle ne pouvaient pas se permettre ce luxe, qu'il existait des hiérarchies, et les briser avait toujours des conséquences. Mais cette fois, c'était différent. L'image de Madame Monique avec les lunettes au sol et les mains tremblantes avait éteint tout frein qu'elle avait construit pendant des années. Son téléphone vibra, un message de sa sœur Nathalie depuis Lyon. « Comment vas-tu? Tout va bien ?» Lucie tarda quelques secondes à répondre. « Oui, tout va bien. » Mentir par message était plus simple. Elle éteignit l'écran et s'allongea en regardant le plafond. Elle entendit des pas dans le couloir. La voix d'Élodie parlant au téléphone à voix basse, impossible à comprendre. Puis le silence. Elle pensa à Romain, à la façon dont il l'avait regardé en arrivant. Non pas comme un homme observe son employé, mais comme quelqu'un qui reconnaît quelque chose qu'il ne devrait pas reconnaître. La reconnaissait-il, ou était-ce seulement son imagination qui jouait avec ce qu'elle voulait croire? Pendant des mois, elle se répéta qu'elle était dans cette maison pour le travail, que le fait que ce soit sa maison n'était qu'une coïncidence, que ce qui s'était passé 3 ans auparavant n'avait pas de poids, mais si,
Il en avait. Dès le premier jour où elle franchit cette porte et le vit descendre les escaliers avec sa cravate, absorbée par son téléphone, elle sut que rester ne serait pas simple. Pourtant, elle décida de le faire. Ce qu'elle ne prévit pas, ce fut Élodie. Dans le salon, Romain se retrouva seul avec sa mère après qu'Élodie se fut retirée prétextant un mal de tête. Il s'assit en face d'elle et lui prit les mains. « Maman, ne me dis pas que j'exagère. Je n'allais pas te dire ça, » répondit-elle avant qu'il ne termine. À 74 ans, les cheveux gris relevés sur l'épaule et les lunettes à nouveau en place, Madame Monique le regarda avec une lucidité intacte. « Ce pendentif était celui de ton père. »« Je sais, le pendentif ne m'importe pas, Romain. Ce qui m'importe, c'est que cette femme m'a regardé comme si j'étais un vieux meuble encombrant. » Romain garda le silence. « Lucie ne me regarde pas comme ça, » continua-t-elle à voix plus basse. « Cette jeune femme a quelque chose que je ne sais expliquer. Depuis qu'elle est arrivée, elle est la seule qui me parle comme si ce que je pense comptait encore. Tu comptes toujours, maman. C'est ce que tu dis. Mais aujourd'hui, quand cette femme a jeté mes lunettes et m'a demandé d'arrêter de pleurer, c'est Lucie qui est intervenue. Pas toi, elle. » Romain baissa le regard. « Je dois parler à Élodie. Ça fait 6 mois que tu dis la même chose, » répondit sa mère avec une douceur implacable. « Et rien ne s'améliore. Ça avance ou ça empire, mon fils. On ne reste pas immobile. » Romain se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. La ville commençait à s'assombrir sur les collines. « Dis, que sais-tu de Lucie ?» demanda-t-il sans se retourner. « Tu lui as posé le genre de questions qu'on pose quand quelqu'un nous importe ?»« Oui, » répondit Madame Monique après une brève pause. « Je sais qu'elle vient de Lyon, qu'elle a une sœur qui a dû abandonner ses études quand la vie a changé ses plans. Elle fit quelque chose de plus. » Romain se retourna. « Quand elle dit ton nom, il y a quelque chose qu'elle contrôle trop bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Que toi aussi tu le contrôles et que tous les deux croient que l'autre ne le remarque pas. » Le silence s'allongea entre eux, sans qu'aucun n'essaye de le rompre. Des mois auparavant, le premier jour où Lucie arriva dans cette maison, la ville s'éveillait sous la pluie. Elle arriva avec un petit sac à dos, des vêtements pliés et un nœud à l'estomac qui ne l'avait pas quitté depuis 3 jours. L'immeuble n'avait pas besoin de présentation. Façade de verre, concierge en uniforme, tout impeccable. Un endroit où les règles ne sont pas dites, mais se comprennent vite. Elle s'annonce ni José à la réception, monta dans l'ascenseur et frappa à la porte de l'appartement. Une femme d'une 40aine d'années lui ouvrit, cheveux lisses foncés et regard évaluateur. « Lucie Martin. »« Oui, madame. Je suis Élodie. Entrez. » L'appartement était spacieux, lumineux, avec vue sur les collines et le bruit de la ville filtré par la vitre. Tout était à sa place avec une précision qui n'était pas de la propreté, mais du contrôle. « Les règles sont simples, » dit Élodie sans la regarder. « Horaire de 6 heures du matin à 8 heures du soir, du lundi au samedi. Dimanche libre, sauf urgence. Pas de visite, pas d'utilisation du téléphone pendant la journée. Ne pas entrer dans les chambres de l'étage sans autorisation. » Lucie acquiesça. « Avez-vous de l'expérience avec des personnes âgées en fauteuil roulant ? » « Oui, j'ai pris soin de ma grand-mère pendant 4 ans. » Élodie l'observa avec un peu plus d'attention. « La mère de mon mari vit avec nous. Elle est indépendante, mais a besoin d'aide. Elle déjeune à 8 heures. Elle aime qu'on lui lise le journal les mardis et jeudis. Elle prend le café sans sucre et n'aime pas qu'on la traite comme une invalide. Compris ? Autre chose ? Monsieur de la maison a-t-il des indications spéciales ? » Élodie haussa à peine un sourcil. « Mon mari travaille beaucoup. Il n'est presque jamais là. Et quand il est là, il ne dérange pas. » Elle le dit comme on décrit un objet de plus de l'endroit. Puis elle la conduisit à sa chambre. Une demi-heure plus tard, Lucie frappa à la porte de Madame Monique. « Entrez. » Elle la trouva près de la fenêtre avec un livre sur les jambes et les lunettes au bord du nez. Elle était petite, mais sa présence remplissait l'espace. « Vous devez être la nouvelle. »« Oui, Madame Lucie Martin. »« Monique Chevalier, » répondit-elle en lui tendant la main fermement. « D'où venez-vous ? » ?»« De Lyon. »« Et que faites-vous ici ? » ?»« Le travail, madame. » La vieille dame l'observa par-dessus ses lunettes. « Ça, je le sais déjà. Je vous demande ce qui vous a amené. » Lucie hésita un instant. « J'avais besoin de changer. » Madame Monique acquiesça comme si pour l'instant c'était suffisant. « Savez-vous jouer aux échecs ? » ?»« Les bases. Je vous apprendrai le reste. » « Vous lisez à voix haute sans vous ennuyer ? » ?»« Je crois que oui. On verra. » Elle ferma le livre. « Allez à la cuisine. Apportez 2 cafés. Le mien sans sucre, le vôtre comme vous voulez, et asseyez-vous ici. » Lucie obéit. En revenant et en s'assiant en face d'elle pour la première fois depuis des semaines, le nœud dans son estomac se desserra un peu. Cette même nuit, Romain Chevalier arriva après 21 heures. Lucie était dans la cuisine quand elle entendit la porte. Elle jeta à peine un œil et le vit passer. Costume sombre, cravate dénouée, téléphone à la main, avec cette fatigue qui n'est pas physique, mais de décision, il ne la vit pas. Elle resta immobile jusqu'à ce qu'il monte les escaliers et disparaisse. Elle avait attendu ce moment pendant des mois, elle se dit que tout serait différent, que le temps change les choses,
qu'elle aussi avait changé. Et oui, il avait changé, mais en même temps il restait le même. La même façon d'incliner légèrement les épaules quand il pense, la même manière de ne pas voir ce qu'il a près de lui pour être concentré sur ce qui est devant. Avant, cela lui semblait fascinant. Maintenant, cela lui semblait un avertissement. La première semaine passa sans problème. Elle apprit les routines de la maison, les silences, les distances. Elle apprit qu'entre Élodie et Madame Monique, il y avait quelque chose de plus qu'un espace physique, il y avait une fissure. Et elle apprit aussi que Romain disparaissait avant le petit déjeuner et revenait quand tout était déjà silencieux. Jusqu'à ce qu'un jeudi matin dans la cuisine, il la vit pour la première fois, ou plutôt la vit sans la reconnaître. « Comment va ma mère ?» demanda Romain appuyé sur l'encadrement de la porte. « Elle a bien mangé ?» répondit Lucie sans se retourner, concentrée à couper avec précision. « Elle est tranquille. »« Bien », il fit une pause. « Lucie, oui, j'ai besoin de te demander quelque chose. » Elle posa le couteau sur la planche et se retourna. Romain la regardait d'une façon difficile à définir. Ce n'était pas le regard d'un patron ni celui de quelqu'un de fatigué au lever du soleil. C'était quelque chose de plus complexe, comme s'il mesurait jusqu'où il pouvait aller. « Je veux que tu me dises la vérité sur quelque chose. » Lucie ne dit rien, elle attendit simplement. Élodie dit que toi et moi avons eu quelque chose dans le passé. Le silence qui suivit fut bref, mais définitif. « Oui ?» répondit-elle. Romain resta immobile. « Oui, oui !» Un autre silence plus long. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit quand tu es arrivé ?» Lucie prit une inspiration calme. « Parce que tu ne m'as pas reconnu et j'ai pensé que c'était mieux ainsi. »« Mieux pour qui ?»« Pour nous deux. » Elle fit une pause. « Pour moi, surtout. » À Beaufort. Romain s'éloigna de la porte, entra complètement dans la cuisine et s'assit sur une chaise. Il regarda ses mains comme s'il y cherchait des réponses. « Je t'ai cherché, » dit-il. « Après le cours, j'ai laissé une note à l'académie. »« Je sais. » Romain leva les yeux. « Comment le sais-tu ?»« J'ai trouvé la lettre dans le bureau en nettoyant. »« Tu l'as lue ?»« Oui. » Il n'y eut ni reproche dans la question ni dans la réponse. Seulement une vérité directe, sans fioriture. « Alors, tu sais ce qu'elle disait ?»« Oui. » Lucie le regarda fixement. Elle savait que c'était le moment. Pas comme elle l'avait imaginé, mais c'était le moment. « Il y a autre chose que tu dois savoir. » Romain ne parla pas. Il attendit simplement. Lucie ne tourna pas autour du pot. Elle fut directe, comme elle avait appris à l'être avec les choses difficiles. Elle lui parla de Samuel, de son nom, de son âge, du fait qu'il vivait avec sa sœur à Lyon, qu'il allait bientôt avoir presque 3 ans. Elle expliqua que c'était la vraie raison pour laquelle elle était venue dans cette ville, qu'elle avait besoin d'argent, mais aussi de clore quelque chose en suspens pour pouvoir avancer. Romain écouta tout sans l'interrompre. Quand elle eut terminé, le silence changea. Il était plus dense, plus profond, comme si tout s'était réorganisé en lui. « Le père ?» demanda-t-il finalement avec précaution. « Il n'est pas là, il n'a jamais été là. » Romain acquiesça lentement. « Et pourquoi me le dis-tu maintenant ?» C'était la seule question qui comptait. Lucie tarda quelques secondes à répondre, parce que ce matin, Élodie a cassé quelque chose qui ne lui appartenait pas. Elle fit une pause. Et parce que je ne peux plus porter cela seule. Elle respira. Et parce que tu as le droit de tout savoir avant que je parte. Romain leva les yeux. Tu pars? Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Rester après aujourd'hui complique tout. Pour qui? Pour toi, la situation avec Élodie n'est pas une complication suffisante? Lucie garda le silence. Je t'ai demandé pour qui? Insista-t-il avec fermeté. Elle ne répondit pas. Romain se leva et marcha jusqu'à la fenêtre de la cuisine. Il regarda le patio intérieur, le même qu'elle observait les nuits où elle ne pouvait pas dormir. « Moi non plus, je ne t'ai pas reconnu au début, » dit-il sans se retourner. « Ou c'est ce que j'ai voulu croire ?» Il fit une longue pause. « Mais la première fois que je t'ai entendu parler à ma mère, j'ai su qui tu étais. Je ne voulais pas le savoir, mais je l'ai su. » Lucie resta complètement immobile. « Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que j'avais peur de ce que cela signifiait, parce que je suis marié, parce que j'avais pris des décisions que je ne pouvais pas défaire du jour au lendemain. » Il se tourna vers elle. Les mêmes mauvaises raisons pour lesquelles les gens décident de ne pas voir ce qu'ils ont sous les yeux. Ils se regardèrent des extrémités opposées de la cuisine. Ce n'était pas un moment pour résoudre quoi que ce soit. C'était trop tôt. Il y avait trop de choses brisées, trop de décisions en suspens. Mais c'était le premier moment réel entre eux en 3 ans. Le premier où aucun des deux n'évitait la vérité. Cette nuit-là, à 20 et 1 heure, Étienne appela. Romain répondit depuis le bureau. « J'ai quelque chose », dit Étienne sans détour. Gérard Rivière a un passé compliqué à Nice. Il y a eu une plainte pour pratiques irrégulières. Elle n'a pas abouti, mais le dossier existe. De plus, j'ai trouvé 2 cas antérieurs liés à Élodie, des séparations avec accord de confidentialité. Madison. Romain nota mentalement. Qu'est-ce que cela signifie? Que ce n'est pas nouveau pour elle. Si nous parvenons à faire parler l'un de ces cas,
nous pouvons prouver un schéma, et un schéma pèse beaucoup plus qu'un cas isolé. Combien de temps as-tu besoin? Une semaine? Peu, être moins. Bien. Romain regarda vers le couloir. Étienne, j'ai besoin d'autre chose. Je veux que Lucie Martin soit légalement protégée si Élodie tente de lui nuire. Il y eut un bref silence. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Oui, mais je te l'expliquerai demain en personne. D'accord? Et avant de raccrocher, Romain, tu as bien fait de m'appeler le premier. Je ne t'ai pas appelé, ma mère l'a fait. Une autre pause. Et cette fois, la voix d'Étienne laissa échapper quelque chose qui ressemblait à un sourire. Bien sûr, comme toujours, Madame Monique était encore éveillée lorsque Lucie vint lui dire au revoir. La vieille femme tenait le pendentif entre ses doigts, le faisant passer lentement, comme si dans ce geste elle pouvait toucher le passé. « Tu as parlé avec lui ?» demanda-t-elle, sans la regarder. « Oui, tout. » Lucie hésita un instant. « Presque tout. » Madame Monique leva les yeux. « Ce presque est toujours le plus important. »« Je sais. » Elle l'observa quelques secondes, puis prit son poignet avec douceur. « Comment s'appelle-t-il » Lucie comprit immédiatement. « Samuel. » Le sourire qui apparut sur le visage de la vieille femme était différent de tous les autres. « Samuel » répéta-t-elle comme si elle rangeait le nom dans un endroit sûr. « Joli nom. » Lucie acquiesça, la gorge serrée. « Bonne nuit, madame. »« Bonne nuit, Lucie. » Elle la lâcha. « Repose-toi. Demain, il y a encore beaucoup à résoudre, et on ne résout rien avec la fatigue. » Lucie sortit, éteignit la lumière et referma la porte. Dans le couloir, elle s'adossa au mur et ferma les yeux un instant. Samuel, Romain, la lettre, le pendentif, Étienne, Élodie, tout en même temps. Puis elle alla dans sa chambre et appela son fils. Le lendemain matin fut gris. Lucie se leva avant que le réveil ne sonne. Elle bougea en silence, prépara le café, suivit la même routine que d'habitude. Mais quelque chose en elle n'était plus pareil, comme si un poids ancien s'était envolé. Elle avait peu dormi, mais sans le fardeau de ce qui n'avait pas été dit. Romain apparut à 7 heures, sans costume, en vêtements simples, comme s'il avait décidé que ce jour n'était pas fait pour les apparences. Il se servit du café et s'assit. Lucie prépara le plateau du petit déjeuner de Madame Monique. « Lucie, » elle s'arrêta, « merci pour hier. Il ne parlait pas seulement du pendentif. Vous n'avez pas à me remercier. Si, je dois. » « Hans » il le dit avec une clarté qui ne laissait aucune place à la discussion. Elle prit le plateau et se dirigea vers la chambre. Madame Monique était déjà éveillée près de la fenêtre, le collier à sa place et le livre fermé sur les jambes. « Laisse-la là et assieds-toi un moment. » Lucie obéit. Le regard de la vieille dame était différent, plus direct. « Quand pensais-tu partir ?» Lucie baissa les yeux un instant. « Après hier, je croyais que le plus propre était de partir pour ne pas compliquer davantage les choses. » Et Samuel, entendre son nom dans la bouche de Madame Monique, la surprenait encore. « Il est bien avec ma sœur. Je ne t'ai pas demandé ça. » La vieille dame posa le livre de côté. « Je te parle de ce que tu portes seul. Ce poids, tu n'avais pas à le porter seul et tu n'as pas à continuer de le faire. Madame, la situation de Romain est compliquée en ce moment. La dernière chose dont il a besoin, c'est « Tu sais quel âge a mon fils ?» La question l'a pris par surprise. 42. Une entreprise, une mère en fauteuil roulant, et il vient de découvrir que son mariage était une affaire. Elle fit une pause. Crois-tu vraiment qu'il a besoin que quelqu'un lui simplifie la vie en disparaissant ou que quelqu'un reste pour une fois, même si c'est difficile? Lucie garda le silence. Il y a une différence, dit-elle finalement avec précaution, entre rester parce qu'on le veut et rester parce qu'on sent qu'on doit quelque chose. Je ne veux pas que Romain sente qu'il me doit quelque chose, dit Lucie à voix basse, comme si en le disant elle pouvait maintenir cette décision. Et si ce n'est pas une dette, mais un choix, répondit Madame Monique sans hésiter, lui prenant la main avec cette fermeté tranquille qui la caractérisait toujours. Elle la regarda attentivement, comme quelqu'un qui a déjà trop vu dans la vie pour se méprendre. J'ai vu mon fils sous de nombreuses versions de lui-même. Je l'ai vu partir de zéro, monter son entreprise avec effort, perdre son premier mariage, et je l'ai aussi vu passer des années seul, sans se plaindre, parce qu'il ne sait même pas comment faire. Elle serra doucement la main de Lucie. Et ces derniers mois, je l'ai vu te regarder d'une façon que je croyais ne plus exister en lui, comme quelqu'un qui retrouve quelque chose qu'il pensait avoir perdu. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. C'était de ceux qui en disent plus que n'importe quel mot. « Reste déjeuner avec nous aujourd'hui », dit finalement Madame Monique en lâchant sa main. Tous les trois. Il est temps. À 11 heures, Étienne arriva avec de nouvelles informations. Il entra dans le bureau pour parler à Romain, mais cette fois la porte resta entr'ouverte. Lucie n'entendit pas chaque mot, mais en passant par le couloir avec le chariot de nettoyage, elle capta l'essentiel. Étienne avait localisé quelqu'un du passé d'Élodie, une femme de Nice qui 4 ans auparavant avait signé un accord de confidentialité
après une séparation où elle avait perdu la moitié de ce qu'elle possédait. Elle ne voulait pas parler publiquement, mais avait confirmé en privé que le schéma était identique. Le même avocat, Gérard Rivière, la même clause, la même séquence de mouvements. Nous ne pouvons pas l'utiliser comme témoin, expliqua Étienne, mais comme référence pour prouver l'intention. Et quand il y a intention, tout change dans le cadre légal. Combien de temps avons-nous ? Demanda Romain. Si nous agissons cette semaine même, nous pouvons geler les actifs avant qu'elle ne dépose la demande formelle. Cela nous donne un avantage. Fais-le, répondit Romain sans hésiter. Lucie continua son chemin comme si de rien n'était, mais comprenant que tout avançait plus vite qu'il n'y paraissait. Après le départ d'Étienne, Romain la chercha sur la terrasse. Elle arrangeait les pots de fleurs que le vent avait renversés la nuit précédente. « Tu as un moment ?» demanda-t-il. « Bien sûr. » Le ciel était toujours gris sur la ville tandis qu'il restait debout parmi les plantes. « Je veux te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu réfléchisses bien à ta réponse. » Lucie le regarda en silence. « Je ne veux pas que tu partes. » Il n'y eut pas de détour. Il fut direct. Cela faisait des mois que Romain ne prononçait pas son nom sans distance, sans formalité. Elle le remarqua instantanément. Lui aussi. « Les choses avec Élodie vont se compliquer dans les prochaines semaines, » continua-t-il. « Si tu restes, elle peut construire une histoire qui te nuise, qui dise ce qu'elle veut. Ce n'est pas si simple. »« Si, ça l'est, » répondit-il avec cette fermeté de celui qui a déjà décidé. Ce qu'elle a construit n'était pas un mariage. C'était un accord avec une date d'expiration. Et cela ne change pas, que tu sois là ou non. Lucie soutint son regard. « Alors, qu'est-ce qui change ?» Romain respira profondément. « Que si tu pars, cette maison se retrouve sans la seule personne qui a dit la vérité à ma mère quand personne d'autre ne l'a fait. Sans la seule qui m'a parlé de peur quand je croyais parler de travail, il fit une brève pause. Et sans la seule personne que je connaisse qui élève seule un enfant de presque 3 ans sans rien demander en retour. » Sa voix baissa légèrement. « Et quelqu'un devrait te dire que tu n'as pas à continuer de le faire ainsi. » Lucie l'observa en silence. Ses yeux étaient secs, mais quelque chose dans sa posture avait changé, comme si à l'intérieur quelque chose s'était relâché. « Je ne sais pas ce qui va se passer, » dit-elle avec sincérité. « J'ai un fils. J'ai une vie à Lyon. Il y a des choses que je ne peux pas résoudre du jour au lendemain. Je sais. Et toi, tu as un divorce, des avocats, une entreprise à protéger. Je le sais aussi. Alors, que me demandes-tu » Romain réfléchit quelques secondes avant de répondre. « Que tu ne prennes pas la décision de partir pour moi. Si tu décides de partir, que ce soit parce que tu le veux ainsi, pas parce que tu crois que c'est le plus facile pour les autres. » Lucie baissa les yeux vers les pots de fleurs tombés et commença à les arranger un par un pendant qu'elle réfléchissait. Romain ne l'interrompit pas. Quand elle eut fini, elle essuya ses mains sur son tablier et le regarda. « J'ai besoin de temps. Prends-le, » dit-il sans la presser. « Tout le temps dont tu as besoin. » Cette même après-midi, Lucie appela Nathalie. Elle n'attendit pas la nuit, ferma la porte de sa chambre et composa le numéro, le téléphone collé à l'oreille. « Nati, il faut que je te raconte quelque chose. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Rien de grave. » Elle respira. « J'ai raconté à Romain pour Samuel. » De l'autre côté, il y eut un long silence. « Et ?» demanda finalement Nathalie. « Je ne sais pas encore, mais il le sait, et il n'a pas réagi comme je le pensais. Comment a-t-il réagi ?» Lucie hésita un instant avant de répondre. « Il m'a demandé de rester. » Nathalie garda le silence quelques secondes. « Lu, ça fait 3 ans que tu gardes sa note. Ça fait 6 mois que tu te répètes que tu n'es là que pour le travail. » Sa voix était douce, mais directe. « Jusqu'à quand vas-tu continuer à te convaincre que tu ne veux pas ce que tu veux clairement ?» Lucie ressentit le coup de ces mots. « C'est compliqué, Nati. Tout l'est. Samuel aussi l'a été. Et nous sommes là. » Une pause s'ensuivit. « Tu veux que je te l'amène ? » « Qui ? Samuel ? Tu veux que je l'amène à Paris ?» Lucie ferma les yeux. L'image apparut immédiatement. Samuel dans cette cuisine avec Madame Monique, avec son rire, avec sa voix l'appelant. « Pas encore, » répondit-elle à voix basse, « mais bientôt. »« Quand ça, bientôt ? Bientôt ? C'est bientôt, Nati. » Sa sœur soupira. « D'accord, dis-moi juste si tu vas bien. » Lucie regarda le mur de sa petite chambre, cet espace où elle avait passé des mois à garder des silences. « Je vais mieux qu'hier, c'est déjà ça. » Romain, de son côté, alla dans la chambre de sa mère. Il s'assit en face d'elle sur la même chaise basse qu'il utilisait depuis l'enfance et resta silencieux quelques secondes. Madame Monique l'observa sans le presser. « Maman, pourquoi ne m'as-tu pas dit avant ce que tu voyais ? Sur Élodie, surtout ça. » Elle réfléchit avant de répondre. « Si, je te l'ai dit. Je t'ai dit que les choses ne restent pas les mêmes. Elles s'améliorent ou elles empirent. » Elle fit une pause. « Mais il y a des choses qu'un fils doit voir par lui-même. Si je te l'ai dit, tu les écoutes seulement, et écouter n'est pas la même chose que comprendre. » Romain acquiesça lentement. « Et sur Lucie ?» Madame Monique sourit doucement. « Ça, je l'ai vu dès le premier jour, dès qu'elle est entrée ici avec 2 tasses de café et qu'elle s'est assise avec moi sans que j'aie à le lui demander.
Romain la regarda. « Et tu ne m'as rien dit, parce que ça ne se dit pas, ça se reconnaît quand on est prêt. » Romain baissa le regard un instant. « Elle a un fils. Je sais. Tu le savais? » « Non, avec certitude, mais je l'intuais. Il y a des choses qui n'ont qu'une seule explication. » Elle le regarda calmement. « Et dans le cas de Lucie, il a toujours été clair qu'elle portait quelque chose de trop important pour en parler facilement. » Romain fixa le collier que sa mère portait. « Il s'appelle Samuel, » dit-il à voix basse. Madame Monique ferma les yeux un instant. « Samuel, » répéta-t-elle avec un léger sourire. « Quel âge a-t-il » Le silence qui suivit fut chaleureux. « Je veux le rencontrer. » Romain leva les yeux. « Maman, il y a encore beaucoup de choses. »« J'ai 74 ans, » l'interrompit-elle doucement. « Je suis en fauteuil roulant et le temps qu'il me reste est celui que Dieu voudra bien me donner. » Elle le regarda fermement. « Je ne vais pas attendre que tout soit parfait pour connaître les personnes qui comptent. Ah, you fool. » Romain se pencha et embrassa son front. « Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon fils. » Quand il se levait déjà, elle ajouta « Romain », il s'arrêta. « Ne laisse pas passer cette fois. » Ce n'était pas un reproche. C'était un avertissement qui n'avait pas besoin d'être répété. Romain éteignit la lumière et sortit. Dans le couloir, il s'arrêta quelques secondes, les yeux fermés, sentant le poids de tout ce qu'il avait fallu pour en arriver là. Puis il respira et continua à marcher. 3 semaines plus tard, Paris s'éveilla sous le soleil. Pas le soleil timide des jours gris, mais un soleil clair qui remplissait les espaces et faisait que tout semblait différent. Lucie était dans la cuisine quand la sonnette retentit. Nathalie entra, la main dans celle de Samuel. L'enfant avança avec ce sérieux de presque 3 ans, observant tout attentivement, sans lâcher sa tante au début. Il avait les cheveux bouclés de sa mère et les yeux foncés, et cette façon ferme de se tenir que Lucie reconnut immédiatement. « Samuel » dit-elle en s'agenouillant. L'enfant la regarda une seconde, puis se détacha. « Maman » Lucie l'embrassa fortement. Ce n'était pas une salutation, c'était des retrouvailles. L'enfant enfouit son visage dans son cou. Elle ferma les yeux et respira. Et pour un instant, tout ce qui avait été vécu, les décisions, le poids, la solitude, prit sens. Nathalie les observa depuis la porte, souriante. « Bonjour, bonjour Nati » Lucie se leva avec Samuel dans les bras. « Merci d'être venu. Comment n'aurais-je pas pu venir ?» Romain arriva à midi. Il venait de rencontrer Étienne. Les choses avançaient bien. Ils avaient réussi à sécuriser les actifs. Le cas de l'avocat d'Élodie était en cours de révision et tout indiquait qu'elle commençait à envisager un accord hors procès. Il entra dans l'appartement et entendit une voix qu'il n'avait jamais entendue là, une petite voix. Il suivit le son jusqu'au salon. Sa mère était là, dans son fauteuil, face à un enfant assis par terre, complètement concentré sur des pièces d'échecs. « Ça, » disait Madame Monique en prenant une pièce, « ça s'appelle un cheval. Peux-tu dire cheval ?» L'enfant la prit des 2 mains. « Cheval, presque cheval. » Elle sourit avec une tendresse que Romain n'avait pas vue depuis des années. Pour aujourd'hui, ça suffit. Le cheval est à toi. Samuel le serra contre sa poitrine, satisfait. Romain resta immobile à l'entrée. Madame Monique leva les yeux et le vit. « Tu es arrivé. »« Je suis arrivé, maman. »« Samuel, ce monsieur est aussi le propriétaire du cheval. » L'enfant le regarda droit dans les yeux. « À moi ?» Madame Monique rit doucement. « Aussi à Romain. C'est à toi, dit-il. Garde-le. » L'enfant acquiesça et retourna à son jeu. Lucie apparut à ce moment-là, après avoir dit au revoir à Nathalie. Elle resta à l'entrée du couloir. Romain la regarda de l'autre côté. Sa mère tranquille. Samuel par terre avec le cheval dans les mains. Rien de tout cela n'était dans ses plans, et pourtant tout s'accordait. « Comment ça s'est passé ?» demanda Romain. « Bien. Étienne a appelé. Le juge a signé ce matin. Je sais. J'ai parlé avec lui. Un bref moment, normal, trop normal après tout. « Maman, » dit Samuel. « Cheval. Oui, mon amour. À moi, à toi. » L'enfant retourna à son jeu, satisfait. Madame Monique les regarda tous les deux avec sérénité. « Je vais me reposer un peu. » Elle s'installa dans son fauteuil. « Samuel, tu viens avec moi ?» L'enfant se leva, le cheval à la main, et alla à ses côtés sans hésiter. Elle avança vers le couloir et il marcha à côté d'elle comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Avant de disparaître, la femme s'arrêta et regarda en arrière. Elle ne dit rien. Elle les observa simplement et continua. Lucie et Romain se retrouvèrent seuls dans le salon. La lumière de l'après-midi entrait tranquillement par les fenêtres. Il s'approcha sans hâte. « Et maintenant, que se passe-t-il » demanda-t-elle. C'était la même question que d'habitude. « Maintenant, beaucoup de choses se passent » répondit-il. « Le divorce prendra du temps. Les affaires légales aussi. » Il fit une pause. « Samuel a besoin de stabilité, et tu as besoin d'arrêter de vivre comme si tu allais partir à tout moment. Je ne sais pas vivre autrement. Je sais. » Il fit un pas de plus. « C'est pourquoi je te demande d'apprendre ici. » Lucie le regarda en silence.
Elle avait passé des années à porter son fardeau seule, des mois à faire semblant d'être là seulement pour le travail. Et maintenant, elle était dans cet endroit avec son fils dans l'autre pièce, et un homme qui ne lui parlait pas par obligation, mais par choix. Romain la soutint du regard. « Nous avons beaucoup à nous dire, des choses faciles et des choses difficiles. Je sais. Je ne sais pas comment cela va se terminer. Moi non plus. Mais je veux le découvrir et je veux le faire sans que l'un de nous regarde la porte de sortie. » Lucie baissa les yeux un instant puis les releva. « D'accord, » dit-elle, ce ne fut pas une fin de film. Il n'y eut pas de musique ni de gestes grandioses, seulement cela. Deux personnes se mettant d'accord dans un salon éclairé par le soleil de l'après-midi, avec un enfant dans la pièce d'à côté, apprenant le nom des pièces d'échecs, avec tout ce qui était compliqué encore devant eux, et pour la première fois depuis longtemps, cela ne ressemblait plus à une menace. Cette nuit, après que Samuel se fut endormi dans la chambre que Lucie avait préparée pour lui, avec les affaires que Nathalie avait apportées dans sa valise, elle s'approcha de la fenêtre du salon. Paris brillait en bas, les montagnes sombres et immobiles en arrière-plan. C'était le même paysage que d'habitude, mais vu d'un autre endroit, de l'endroit de quelqu'un qui décide de rester. Romain entra et se plaça à ses côtés. Pendant quelques secondes, il ne dit rien. « Il s'est endormi ?» demanda-t-il. « Comme une pierre. Ça lui a pris 5 minutes. » Une brève pause. « Il a ton caractère, mais à l'envers. Il ne s'arrête pas tant qu'il n'est pas complètement éteint. » Romain la regarda. C'était la première blague, la première phrase qui sortait sans calcul. Lucie le remarqua immédiatement et un instant ne sut pas si elle devait rire. Il sourit calmement. « 3 ans et la seule chose que tu sais de moi, c'est par une note et une lettre et par comment j'écrivais sur des constructions alors qu'en réalité je parlais de peur. » Romain laissa échapper l'air presque comme un rire. C'était il y a 4 ans. Les gens ne changent pas tant. « Non, » répondit-elle en le regardant, « ne change pas tant. » Le silence qui suivit fut léger, confortable, de ceux qui ne pèsent pas. Dehors, la ville continuait son rythme. Voitures, lumière, sons amortis par la vitre. Le monde continuait comme toujours, indifférent à ce qui, à l'intérieur de cet appartement, était à la fois petit et énorme. « Demain, dit Lucie, nous devons parler des aspects pratiques. Demain et après-demain aussi. Et il y aura des jours difficiles. Beaucoup probablement. Je peux faire face. » Elle tourna légèrement la tête. « Tu ne sais pas ce que tu dis. »« Probablement pas, » répondit-il. « Mais je veux apprendre. » Lucie soutint son regard pendant plusieurs secondes sans hâte. « D'accord, » dit-elle finalement, et ce mot, prononcé sans dramatisation, sans promesses impossibles, fut suffisant. Parce que parfois le plus important ne tient pas dans de longs discours. Parfois cela tient juste en cela, en une vérité bien dite, devant une fenêtre, avec un enfant endormi dans la pièce d'à côté, et avec une femme âgée qui avait déjà tout compris avant eux. Dans sa chambre, Madame Monique tenait le pendentif entre ses doigts dans l'obscurité. Elle ne priait pas, elle pensait. Elle se rappela son mari, qui lui avait dit un jour que les familles n'arrivent pas toujours complètes dès le début, qu'elles se construisent parfois petit à petit, avec des pièces qui ne semblent pas s'emboîter, jusqu'à ce que soudain, elles s'emboîtent. Elle pensa à Samuel disant « Cheval », avec tout le sérieux du monde. Elle pensa à Romain regardant Lucie d'une façon qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Elle pensa que 74 ans, c'est suffisant pour voir beaucoup de choses mal tournées, et aussi, de temps en temps, voir quand quelque chose se passe bien. Elle serra la main sur le pendentif.